merci d'être venu assister à cet exposé. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Euh, alors, comme je suis sur un texte qui, pour moi, est très difficile, j'ai écrit certaines choses en anglais, mais je préfère m'exprimer en français, je suis plus à l'aise. Donc, si jamais il y a des problèmes, je repasserai en anglais. Donc, vous allez avoir un texte qui est à moitié en anglais, à moitié en français, selon... Alors, euh, me suis posé la question suivante, parce que je devais faire un compte-rendu de ce livre que je peux vous faire passer, pour ceux qui veulent le regarder un peu plus en détail, qui est un livre d'historien des sciences qui s'appelle La dualité, l'histoire de la dualité au 19 et 20e siècle. C'est un très gros livre qui comporte beaucoup d'articles. Euh, et vous allez voir, ils disent une chose, la chose suivante, la dualité est partout en mathématiques. Il y en a de toutes sortes, très différentes. Et en tant qu'historien, ils ont dit, bah, on ne peut pas faire un concept unifié de la dualité. Dire, bon, bah, se contenter de dire qu'il y a une pluralité de manières d'aborder le problème. Et je me suis posé la question de savoir si, en fait, on ne pouvait pas essayer, en tout cas, de trouver une unité à ces différentes formes de dualité. Et pour ce faire, alors j'ai parcouru pas mal de livres, je ne vais pas vous infliger tout. Alors, c'est un livre qui est riche, très historique, avec des gens compétents qui ont chacun écrit sur leur domaine de compétences. Hein, on en parlera un petit peu. Et le dernier chapitre s'appelle Catégorie et dualité. Alors, je vais vous en parler un petit peu aussi de tout ça. Mais la question que je me suis posée, comme par ailleurs, je suis totalement plongé, noyé dans les EGA et Grothendieck, je me suis demandé si le texte fameux qui s'appelle Résidus de dualité, donc il y a toute une histoire, indépendamment de l'histoire qu'il possède, ne peut pas nous donner un fil directeur pour essayer de réfléchir, alors je dis bien mathématico-philosophiquement, à l'unité de la dualité en mathématiques. Alors, ceci, parce qu'on est impressionné par la puissance et l'extraordinaire diversité des notions qui mettent en jeu, je me suis posé cette question. Alors, je suis rentré dans le texte, je ne peux pas dire, j'en suis pas sorti, hein, j'ai passé, vous pouvez vous en douter, des heures et des heures, ça ne prouve rien, hein, c'est pas, ça peut rien dire. Et je suis tombé sur le texte de Brian Conrad, qui s'appelle aussi, qui est un résidu, la dualité de Grothendieck et le changement de base. Alors, vous savez peut-être pas que Brian Conrad a fait une sorte de compte-rendu. Son texte lui-même est très difficile à lire parce que c'est des diagrammes partout et des diagrammes auxquels on n'est pas très habitué parce qu'ils vont dans tous les sens, ils sont courbes, ils sont circulaires, etc. Mais on arrive à force. Mais la question, je vous parlerai un peu de ce livre. Il est composé de plusieurs chapitres et le premier chapitre porte sur la question des signes, sur les signes qu'il considère comme étant central dans la théorie de l'exposition de Grothendieck, parce que les signes, c'est ce qui vous indique si un diagramme commute ou pas. Et donc, alors là, au ciel hubris, il a prétendu corriger certaines erreurs qu'il y avait chez Grothendieck. Évidemment, il est tombé dans le piège de l'hubris, c'est-à-dire que des mathématiciens ont montré qu'il avait fait beaucoup d'erreurs lui-même, notamment Gaber. Alors, heureusement, il y a d'autres choses intéressantes dans ce livre, je pense. Et par ailleurs, grâce à certaines personnes qui sont ici, j'ai pu lire un texte tout à fait tout à fait clair, bien que difficile, qui est le texte d'Ilusi, qui porte
sur résidu et dualité de Grothendieck et qui est une sorte de résumé dont je vous parlerai tout à fait à la fin de cet exposé si j'arrive au bout. Donc voilà à peu près les circonstances de l'exposé. Oui, oui. Alors, j'ai eu évidemment un problème pédagogique qui est lié au fait que je ne suis pas, au moins dans ce domaine, particulièrement compétent. Je ne maîtrise pas tout dans le langage des catégories et par conséquent, je n'ai pas trouvé le moyen de transmettre ce qui, dans les différents ouvrages, en particulier chez Conrad, ne s'explique que diagrammatiquement. Alors, une question qui se pose, c'est de savoir si c'est nécessaire, si cette expression diagrammatique ne peut pas se traduire verbalement, prosaïquement. Et je n'ai pas réussi à le faire pour un très grand nombre, donc j'ai renoncé, et je vais simplement vous dire ce que je comprends. Voilà. Alors, bon. Alors donc, si je me réfère donc à l'introduction de ce livre, là ça part bien, c'est en français. La dualité est utilisée pour désigner de très nombreux phénomènes, hein, et certains d'entre eux ont été reconnus depuis longtemps dans l'histoire avec des noms différents. La dualité des solides platoniciens, euh, dans les harmonies sesmondi de Kepler ou les triangles polaires en géométrie sphérique. Hein, alors, les harmonies sesmondi, j'aimerais vous parler que de ça, mais de Kepler, c'est un immense livre de Kepler qui traite de la musique et qui analyse les gammes, Kepler a travaillé sur tous les traités musicaux de son temps de façon absolument invraisemblable, et il a sorti ce livre qui lui permet d'avoir un fil directeur pour comprendre les mouvements planétaires. Et les harmonies de la musique lui donnent une conduite pour les mouvements planétaires, et en particulier la troisième loi de Kepler, qui est issue d'un raisonnement musical. Alors, bon, dans ce livre, donc, je ne peux pas vous me lancer là-dedans, simplement, vous trouvez des expressions comme Vénus et soprano, Saturne et baryton, enfin, etc. Et tout ça se met dans un orchestre qui est autour de nous. Alors, bon, donc il y a tout ça. Et donc, après, j'ai une chose un peu plus plate. L'idée est devenue plus importante dans le contexte de la géométrie projective à partir de 1810 environ. Et c'est dans ce contexte que le terme a été inventé. Alors, immédiatement, quand on se fait de l'histoire, on est sûr de se faire avoir. Donc, évidemment, tout de suite, on dit ah oui, mais il y a toutes les théorèmes de géométrie, de dualité projective, des arbres, c'est bien avant, qui sont aussi importants. Alors, je ne me lance pas là-dedans, mais il faudrait que. Alors, donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que en réfléchissant bien, la dualité projective, on peut considérer que c'est un élément clé d'une sorte de. Je suis un peu. Peut-être j'exagère, une manière de comprendre les mathématiques dans leur ensemble. C'est un phénomène qui est lié à la structure du corpus mathématique dans son ensemble. Et je ne sais pas si ça. Mais pourquoi? Alors, je ne sais pas comment formuler les choses de façon philosophique. Je dirais la chose suivante, c'est que la dualité, quelle qu'elle soit, exprime une sorte de redoublement de n'importe quel objet qui est vu de deux manières. Simplement, ce redoublement n'est pas simplement un reflet. C'est à la fois un reflet, mais en même temps un redoublement qui complète l'analyse de l'objet lui-même. Et il se trouve que c'est présent dans toutes les mathématiques. Alors, il faut voir pourquoi, de quelle manière, mais je crois que ça tient à ce que tout objet a une sorte de double, hein, et une double qui lui est attachée. Et, le double mathématique de tout objet, c'est son dual ou sa dualité. Même si, par ailleurs, vous savez que la dualité n'est pas forcément canonique, etc., etc.
Alors, oui, je veux dire que la dualité, je l'ai dit, et comme j'étais frappé par la force de l'ouvrage de Grothendieck, et en général par Grothendieck, je me suis dit que il doit y avoir dans la manière qu'a Grothendieck de réfléchir sur la dualité, un début de réponse à ma question, qui n'est pas évidemment pour Grothendieck, ce n'est pas forcément son intérêt explicitement philosophique. Alors, j'ai l'impression, que c'est sans doute, que c'est peut-être parce qu'il a travaillé sur essentiellement une manière de travailler sur l'application trace. Et que dans cette application trace, il y a quelque chose à la fois très simple mais très puissant qui fait bouger toutes les mathématiques et qui les ramène en quelque sorte à chaque fois à leur socle originaire. C'est un peu comme quand vous prenez un, un espace fonctionnel et que vous le rapportez à son corps de base. Hein. Et le fait, ce geste-là, c'est le retour à quelque chose qui est son origine absolue d'une certaine manière. Alors donc, simplement là, je dis, l'usage du terme mathématique est aussi, là c'est plutôt plus philosophique, ce que Wittgenstein appelait les familles ressemblances qu'il y a entre les termes et les notions. C'est à la fois une ressemblance de famille qui n'est pas forcément une identité, mais une manière de rapprocher les objets, les noms, les gens par un air de famille. Et donc peut-être qu'il est possible, malgré ce qui est dit ici, qu'il y ait euh, donc, oui, alors donc il est possible qu'il y ait donc une raison profonde à la présence de la dualité dans toutes les mathématiques et que cette raison doit être explicitée par sa raison. Alors, je prendrai ce qui m'est apparu peut-être comme une manifestation plus particulière, plus prégnante du milieu du 19e comme une dualité, qui est la dualité de Poincaré. Et la dualité de Poincaré, j'ai utilisé le texte de Patrick Popescu, qui est paru dans Images des mathématiques, mais aussi d'autres textes. J'ai suivi pas mal d'enseignements de Patrick. Et cette façon de faire, donc, Popescu a donc dit que il y aurait dans la façon dont la dualité est apparue au XIXe siècle comme quelque chose de la constitution d'un second espace qui serait justement le lieu pour la dualité de se développer. Hein. Et donc, alors là, c'est un exposé très simple de ce que c'est que le théorème de dualité chez Poincaré. Hein. Donc, alors, je vais voir là. Ah, bon sang, je ne trouve plus mon schéma. Qui était dans les transparents ou Ouais, il est apparu et je l'ai fait disparaître. Là, ça ne s'affiche pas correctement, c'est peut-être la raison. Oh là. Donc, là, je ne sais pas ce qu'on a fait là. Voilà. Bon, on remonte. Ouais, il faut remonter encore. On était à Poincaré. Hein. 7. Dualité de Poincaré. Alors, moi, j'ai mis F11, F11, c'est ce qu'il y a de mieux, normalement. On passe les pages comme ça. Bon, voilà. Après. Donc, bon, il y a simplement un certain nombre de variétés qui sont données sous cette forme. Peut-être on reprend là, à ce moment-là, oui, ici. Oui. Oui. Et on en considère le bord tout entier. Bon, comme Poincaré donne
une définition de ce que c'est que le nombre de Betti dans cette occurrence, hein, et il prend P-M-1, variété fermée à dimension et linéairement indépendante, et il en existe seulement P-1, et il définit l'ordre de connexion, etc. Alors, ça continue. Voilà. Donc, voilà la figure qui apparaît pour les, je ne sais pas si on peut dire pour le grand public, mais de ce que c'est que l'expression même du théorème, de la géométrie de ce théorème. Bon, alors, donc, ce que dit le théorème de dualité, c'est que dans une variété fermée, bon, orientable de dimension n, il y a autant de sous-variétés indépendantes du point de vue des relations d'homologie de dimension p que le complémentaire, que de la dimension complémentaire n-p. Donc, alors, c'est la première forme d'apparition de ce théorème comme tel, et il va prendre ensuite une forme cohomologique. La question, évidemment, est de savoir toujours si ce qu'apporte la forme cohomologique de ce théorème par rapport à la géométrie. Géométriquement, c'est quand même un problème d'intersection. C'est la notion de transversalité, d'intersection. Oui. Oui, bien sûr, oui. Alors, ce qui est là encore intéressant, j'aurais sans doute pas le temps de le développer, c'est que Grothendieck, dans son texte, dit que la manière dont il a construit lui-même la dualité inclut le théorème de Poincaré, qui n'en est qu'un cas particulier. Alors, oui, je voulais juste dire, sans rentrer non plus dans beaucoup de détails, que le théorème de Desargues apparaît comme très différent, puisqu'on le voit simplement, vous avez des dualités géométriques, le fameux théorème de Desargues, celui de Pascal, etc., peut paraître très différent. Alors, il est tout à fait possible de montrer que ce sont des théorèmes qui se développent dans le même esprit que celui de Poincaré. Alors, oui, donc c'est juste un détail. Il y a une querelle un peu stupide, enfin pas stupide, non réelle d'ailleurs, où les gens ont dit que Poincaré s'était trompé dans la définition du nombre de Betti, et ça a été rectifié. Alors, ce n'était pas une erreur, mais c'était une imprécision. Vous trouverez dans le livre, là, les détails de cette question, qui n'est pas forcément d'un intérêt. Alors, dans le livre que vous avez là, vous avez le livre de Émilie Hafner et de Ralph Romer. Il y a de très nombreuses dualités. Alors, je n'ai pas orienté les choses, simplement, toutes ces dualités qui sont là, alors il y en a de nature, on va dire, plutôt d'orientation physique. Il y a des théorèmes de topologie, des théorèmes de topologie algébrique, théorème de Pondé-Gagin, etc. Toutes ces dualités apparaissent comme très, très différentes en soi. Et mon ambition est d'essayer de vous montrer que la manière de prendre une chose à la Grothendieck permet de donner, sinon une unité, au moins un cadre d'unification pour réfléchir à toutes ces dualités. Alors, avant de rentrer dans le cas de Grothendieck, je voudrais aller au bout à la fin, au dernier article de l'ouvrage sur la dualité, l'histoire de la dualité, qui est l'article de Jean-Pierre Marquis, qui s'appelle Dualité catégorique.
Alors, l'ennui de cet article, enfin, l'ennui, c'est un très bel article. Bon, il connaît très bien tout ça. Simplement, c'est une chronique conceptuelle descriptive qui ne pose pas la question de savoir, dire, mais c'est quoi la dualité? Alors, peut-être que cette question n'a peut-être pas de sens, mais il fait un étalage de différentes formes de dualité dans la théorie des catégories. Il y en a plein. Alors, je vais vous en énoncer quelques-unes, mais il faut que j'aille maintenant plus bas. Alors, d'abord, bon, je peux remonter. Ouais. C'est ça pour descendre comme ça. Ouais. Non, alors, il faut un peu. C'est vrai, mais alors, donc, alors, dans l'article Oui. de Marquis, il dit que il y a une interaction entre la dualité et la théorie des catégories, et son idée, enfin son idéologie ou sa philosophie, c'est de dire qu'elle témoigne c'est l'une des facettes du structuralisme dans les mathématiques contemporaines et dans l'esprit de Bourbaki. Alors, le théorème classique de Pondriaghin ou celui de Stone, dualité de Stone, sont des types de dualité, comme type de dualité, s'expriment en termes d'isomorphisme de structure. Et il dit que si on va plus loin dans le cadre catégorique, alors ces isomorphismes deviennent partie d'une équivalence de catégories auquel on ajoute des structures. Alors, la question est de savoir, est-ce que vraiment ça nous donne des clés pour la question que je me pose, hein. En tout cas, ça a une vertu d'explication ou d'explicitation. Et alors, ce qu'ils disent finalement, ceci, bon, je le livre comme je l'ai lu, dans notre histoire, c'est à faire avec la place de la dualité occupe une place entre métamathématiques et mathématiques. Et donc, et cette place se développe dans ce contexte de l'interaction entre dualité et théorie des catégories. Cela dit, il dit que finalement, analyser la théorie de la dualité, analyser les dualités, c'est montrer quel est le statut, comment la théorie des catégories évolue dans les années 50 et 60, et oscillant entre une méta et un rôle méta et mathématique. Donc, et ça, c'est lui qui parle. Donc, il dit que les concepts de Kahn, de Grothendieck, Lovier, etc., en réfléchissant sur la dualité, ont permis de développer les catégories comme fondement des mathématiques à cette époque. Alors, Marquis analyse de façon plus précise, de façon un peu descriptive, hein. Enfin, c'est pas une critique de ma part, mais c'est une bonne description, différentes théories des catégories, donc la théorie de Isbell, celle de Hoffman, de Keibel et plein d'autres. Et alors la question est de savoir quels sont les points communs
à toutes ces théories des catégories, alors on peut trouver, bien sûr, des points communs d'un point de vue fonctoriel, et je vous donne très brièvement le cas d'une dualité que dont Marquis propose l'analyse, qui est la dualité d'Isbell, et où là, et c'est le cas de ces théories de dualité, permettent de développer diverses autres applications, autres présences de dualité dans d'autres domaines. Alors donc, vous avez les dualités de l'algèbre pure, la dualité d'algèbre topologique, la dualité de type Stone, la dualité de type Gelfand-Pondriagin, dualité de spectre et d'anneaux et dualité d'anneaux. Et dans tous ces cas, la mère de toutes ces théories, c'est la dualité d'Isbell. Donc, bon, alors, bon sang. Ouais. Donc, donc, je ne vais pas rentrer plus précisément dans l'explication de la dualité d'Isbell, qui est une dualité avec des catégories assez puissantes. Mais je vais pas, peut-être que je la rencontrerai par la suite quand je vais passer à l'autre partie de mon exposé. Donc, excusez-moi, donc je vais changer de. Donc, si vous voulez, d'ici jusqu'à maintenant, je suis une idée historique, c'est qu'il y a une histoire des dualités, histoire de la dualité qui s'est développée et qui culmine d'une certaine manière avec le ou les théorèmes de Poincaré, et qui, dont on peut rendre compte en théorie des catégories à travers cette dualité qui est théorie de Isbell. Bon, alors, attends, il faut que je ferme. Et que j'aille sur le deuxième. Ouais, sur le deuxième. PDF. Ouais. J'essaie. Ouais. Comme ça? Ouais. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je suis un peu étonné de s'entendre le nom de Yoneda, parce que s'il y a quelque chose qui fait la dualité dans les catégories, c'est l'aime de Yoneda. Oui, bah. C'est très analogue d'ailleurs aux fonctions. Yoneda montre que les catégories se font dans ce qui peut être conféré comme organe, à savoir les préfaisceaux sur la catégorie. Bon, alors je vais me. La catégorie, tu as la catégorie des foncteurs qui ne font pas rien. Oh, je... On appelle ça Bon. Comme Isabelle, mais Bon. Alors, c'est simplement c'est une autre forme de c'est même pas une autre forme, c'est inscrit dans l'élégance. bon. Alors, oui, d'accord. Alors, je voudrais maintenant passer plus directement au texte résumé au texte de Grothendieck. Bon, alors, j'ai choisi d'aller directement au concept clé ou difficile, et ensuite de rajouter des compléments, des notions complémentaires qui peuvent peut-être éclairer l'exposé de Grothendieck. Alors, d'une part, ce qui est important dans le texte de Grothendieck, il y a le fait que l'importance du projectif et l'importance de la dualité projective qui est exprimée en termes catégoriques et démontre la dualité dans le cadre projectif. D'autre part, il y a
la construction de différents foncteurs. Et le foncteur le plus important et sans doute le plus puissant est le foncteur F, point d'exclamation en haut. Et c'est ce concept de point d'exclamation qui est sans doute central, que Grothendieck explique la construction, et que Conrad, lui aussi, reprend à son tour et explique la construction. Alors, donc, on peut dire que, disons, ce foncteur point d'exclamation exprime, alors est-ce qu'on peut dire, un slogan des indications de Grothendieck. C'est-à-dire que pour rechercher le fond de la dualité ou d'une dualité, il faut avoir à sa disposition un certain complexe qu'il appelle le complexe dualisant, et il faut pouvoir exprimer le foncteur en termes de ce complexe. Donc, si je comprends ce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'approfondissement intrinsèque de ce complexe dont le livre de Grothendieck, enfin, dont l'ouvrage de Grothendieck explique le fonctionnement, et que Conrad a repris à sa suite. C'est pas vraiment en termes de complexe, c'est à l'aide de la dualité En termes de ce complexe, donc, alors à l'aide de ce complexe. La dualité ne se résume pas à l'existence de ce complexe. Non, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, on peut considérer que la structuration du livre, enfin de l'ouvrage de Grothendieck, se fait autour de la démonstration de la comparution et la construction de ce foncteur point d'exclamation. Alors, si on prend le descriptif de l'ensemble et que je reprends à la suite de différents articles, en particulier celui de Bellman qui fait un descriptif lui aussi du travail de Grothendieck, hein, il dit que donc les chapitres 1 et 2 sont des chapitres qui sont des résumés, mise en place, démonstration de notions de catégories dérivées. Alors, d'où là encore l'importance dans l'histoire des mathématiques de la mise en place de cette notion de catégorie dérivée, qui est certainement une des plus importantes. Et le chapitre 3 dans cet ouvrage, donc résidus et dualité, est une preuve de la dualité pour les morphismes projectifs. Alors, pourquoi les morphismes projectifs? Parce que sans doute qu'il y a à la fois, ils ont intuitivement, je peux dire, comme un écho du projectif dans tout travail sur la dualité, et puis le fait qu'on peut considérer ce développement comme une sorte de base pour la suite de l'expo. Alors, l'idée est dans le texte de Grothendieck de travailler, de factoriser suffisamment des morphismes en des morphismes smooth et finis, et introduire le foncteur F point d'exclamation à chaque fois. Alors, il y a une chose que je n'ai pas développée, je n'ai pas dite, qui est certainement aussi au centre de l'exposé de Grothendieck, et qui fait que sans doute, il y a un esprit très différent de tout ce qui a été fait avant, y compris au XIXe siècle. D'abord, il travaille sur des schémas. Donc, je ne connaissais pas
géomètre du 19e siècle. Et d'autre part, il travaille sur les schémas notériens. Et donc, il y a une supposition ou un besoin, je ne sais pas, de notarianité dans tout son travail. Bien que un certain nombre de travaux par la suite vont essayer de se passer de l'hypothèse de notarianité. Mais là, tout ce qui est fait là se fait en termes de notarianité, pardon, et de schéma notérien. Donc, en regardant, il définit avant des foncteurs F bémol et F dièse, hein. Et là encore, il montre que ces définitions sont compatibles et que en fait, c'est le foncteur étoile, point d'exclamation, qui rend rend compte de cette compatibilité. Alors, là encore, dans le livre de Conrad, ces analyses portent des chapitres entiers qui portent sur la compatibilité, hein, des définitions fonctorielles, la compatibilité du changement de base, hein, c'est ça, un de ces chapitres qui semble être un des points centraux. Et alors là, je ne sais pas trop, il dit que il y a un certain nombre de démonstrations qui doivent être complétées dans ce cas et qui n'ont pas été complètement jusqu'au bout dans le texte de Grothendieck. De la même façon que le premier chapitre dans le texte de Conrad porte sur les signes, la convention des signes. Et là, il dit, et c'est là où il a été coincé par ce hubris d'une certaine manière, il dit qu'il y a eu des erreurs faites par. Alors, la compatibilité, ça veut dire la question des signes, elle est centrale philosophiquement parce qu'elle dit c'est une expression de la commutativité ou de la non-commutativité d'un diagramme. Et donc, si on veut réfléchir, je pense conceptuellement à ce que ça veut dire que la commutativité, et la commutativité, c'est du point de vue symbolique ou du point de vue spatial, l'expression de l'unité possible de concepts entre eux. Hein, quand un diagramme commute, on voit ce que ça signifie, quand il commute pas, on voit ce que ça signifie, mais ce n'est pas seulement une expression symbolique, c'est aussi conceptuellement l'expression de l'associativité, etc., de tout ce qu'on peut exprimer par la commutativité. Alors, là, donc Grothendieck utilise la théorie du F point d'exclamation pour obtenir donc les morphismes projectifs dans son. Et c'est ce qu'explique également Conrad. Alors, où est-ce que je suis là? Ouais. On peut faire un commentaire. Oui, bien sûr, au contraire. Je crois que la déclamation en haut, on comprend mieux si on sait que c'est la joint à droite Oui, et la déclamation en bas, lequel est le problème. Quant au signe, moi, j'écris un livre où tout est écrit au signe près. Je pense que le livre est malgré tout bien dans le. Lequel? Le tien ou celui de Conrad? Donc, je pense que déterminant c'est indispensable dans certains cas, mais conceptuellement, on prend le signe. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Pierre. En plus, si on sent qu'un nombre pair de fois de signes, c'est pas très grave. Oui. Dans les calculs très avancés, justement, les erreurs de signes sont très mineures, effectivement. Le tout, c'est d'en faire un nombre pair. Voilà. J'ai une question très naïve. Je ne sais pas ce que c'est que la dualité de Grothendieck, mais c'est un peu ce que c'est que la dualité classique de Poincaré ou d'algèbre linéaire et tout, dans lesquels il y a un appariement ou un accouplement de. Est-ce qu'il y a la même chose dans. Oui, bien sûr. C'est un peu bizarre que tu n'aies pas prononcé ce mot. Si, parce que j'ai pas. Oui, parce que je suis allé directement. Oui. Les problèmes. Les hommes, hein, et là, on peut Non, c'est important, oui, c'est vrai. Mais l'appariement est une forme de la dualité. C'est ce qui C'est la base. périme. C'est la base. C'est le cœur, c'est l'homme.
Oui, c'est ça. Oui, alors je suis d'accord, mais parce que j'ai été un peu parce que je voulais passer. Alors, donc, bon sang. Donc, alors, là encore, donc, j'ajoute texte de Grothendieck aussi, de ce point de vue, il analyse aussi euh, la cohomologie, mais aussi la dualité d'un point de vue local. Parce qu'il y a certaines notions donc, qui n'existent que localement. Et pour ce faire, il invente des nouveaux concepts qui vont caractériser son développement. Alors, donc là encore, il me semble que pour un philosophe, la réflexion des rapports entre local et global peut être peut être illustrée par cette réflexion de Grothendieck qui montre que dans quel cas on doit avoir à sa disposition du local, hein, et que c'est un local, je dirais, concret, hein, donc, qui apparaît dans le développement. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps, mais on va voir. Alors, la dualité locale est traitée dans SGA2. On parle de projectif, mais en projectif, local et global, c'est la même chose. Hein. Oui. Oui, oui, mais j'ai pas. D'accord. Il y a un peu de récupérer l'orientation. Oui, d'accord. Alors, je donne simplement une question historique ici. Alors, donc la même chose, donc l'approche de la dualité de Grothendieck donc, est toujours réalisée dans ce slogan qui est chercher un complexe dualisant et définir le foncteur F exclamation à l'aide de ce complexe. Donc, il y a une énorme machinerie qui est développée autour de cette question, qui est dans le livre de Grothendieck et aussi dans celui de Conrad. Et je vais vous donner une expression complète, pas complète, mais synthétisée par Yuzi de cette façon de procéder. Alors, je peux prendre l'autre. Le troisième ou le premier? Le troisième. Alors donc, comment? C'est formidable, on peut dire. Bientôt, on va avoir le temps. Super. Donc, l'article d'Ilusi, donc, pour moi, était une aide importante pour comprendre le papier de Grothendieck et sa postérité. Donc, ce que je n'ai pas fait, mais dans le début de Résidus et Dualité, vous avez donc un travail sur les catégories dérivées et sur les catégories triangulées, que je n'ai pas le temps de vous exposer. Hein. Et il dit il y a une sorte de révolution mathématique, enfin, en tout cas, un renouvellement important de mathématiques grâce à l'apparition de ces catégories qui, dit-il, ont changé la phase de l'algèbre homologique. Alors, donc, Pour la petite histoire, cet article a été refusé par, comment ça s'appelle cette série? par Armstrong. Document quelque chose. Oui, normalement, il devait paraître dans le texte de Conrad. Demandé par John de faire un doublon, de remplacer l'article 6. Et donc, Ibuzi, sur le conseil d'avis, a mis son texte sur sa page web et c'est comme ça qu'il y a eu l'accès. Quelle année? Ben, cette discussion avec lui, c'était il y a un an, un peu moins d'un an. Il était très mal en point parce que c'était un peu brutal. Voilà. Et maintenant, excuse-moi, je vais lui dire que
j'étais vraiment beaucoup plus inspirée de son texte. Il y avait une raison précise pour le refus. Alors, une raison, excuse-moi, je ne veux pas, sûrement pas empiéter sur le temps de Jean-Jacques, mais une raison est que la fille de Brooklyn a venu, plus exactement, Laurent Laforde avait mis un veto. Alors qu'en principe, ça ne me concerne pas directement, mais la fille de Brooklyn a mis un veto. C'est Et- Johanna Grothendieck qui a mis un veto, c'est ça? Pardon? C'est Johanna Grothendieck, non? Oui, la fille de Brooklyn. Des vétos, hein. Donc c'est pour des raisons non mathématiques. Oui, mais l'éditeur en charge de ce texte a abandonné l'affaire et a donné l'histoire. Mais il est où, je suppose qu'il est où ce texte? Alors, Et sur la page il de. est sur la page web. Oui, mais ça doit être le gros truc qui a refusé l'usine C'est et Conrad, on ne sait pas. non, non. Le texte de Luc qui a été refusé est maintenant sur sa page web. Euh, Et le complémentaire de texte, il n'y a pas de complémentaire de ce texte. De tout ce qu'il avait, il a été convaincu de mettre ça sur ce fin. Alors, maintenant, le livre est paru. c'est un livre. Voilà. C'est un livre de. Comment ça s'appelle? Document. Oui, document, ça s'appelle document. Voilà, document et quelque chose, c'est cette série jaune On française. est à la bibliothèque du CIR, on a plusieurs exemplaires. Voilà. Et donc, je vais dire, mais en fait, tu peux lui envoyer un mot, ça va lui faire plaisir parce qu'il était vraiment au 36e dessous quand son texte a été refusé. Oh, ben, dualité, machin. Hein, tu regardais. Bon, donc. Non, mais. Excuse-moi. Non, mais j'ai mis du temps et j'ai pas. Je peux en dire plus, mais pas pendant longtemps. Non, j'ai pas épuisé toute la richesse de ce texte, hein. Donc, j'ai regardé dans ce texte, disons spécifiquement ce qui se rapportait enfin, aux résidus et dualités. Mais pas, il y a beaucoup d'autres choses dans le texte. Alors, donc, simplement, je voulais faire une remarque générale sur le symbolisme, sur le fait que la question des signes, en tant qu'elle exprime la question de la commutativité, est une question conceptuelle comme telle. Et si vous voulez, je considère que comment dire, le développement mathématique lui-même, s'il est épistémologiquement analysé, doit l'être à travers, entre autres, la commutativité des diagrammes. Et d'une certaine manière, la commutativité des diagrammes, elle exprime la spatialisation géométrique d'un symbolisme qui lui-même est conceptuel. Donc c'est important la question des signes, bien sûr pour un mathématicien, mais aussi pour un épistémologue, pour quelqu'un qui veut réfléchir conceptuellement. Alors, donc, il dit que Grothendieck n'accordait pas trop d'attention à la considération des signes, qui pour lui était une manière de vérification routinière, hein. Alors, Deligne a noté quand même qu'il y avait quelques erreurs dans dans le texte RD, dans le RD, et il propose un système de convention qui rendrait les choses cohérentes, sans doute le même, qui n'est pas très loin de ce que tu as dû faire. Et donc, dans le Lecture Notes 930. Donc, alors, quand j'utilise le livre de Conrad, hein, et c'est discuté dans sa section 1.3, cette question de signes, hein. Et alors, Conrad est quand même, il n'est pas seulement ouvriste, parce qu'il dit qu'il considère que son ouvrage doit être considéré pour les gens qui lisent Résidus et Dualité comme un compagnon, qui veut éclaircir une chose. C'est pas seulement veut rectifier la parole de Grothendieck. Donc,
Donc, il y a comme je l'ai dit après, il y a des contradictions qui ont été trouvées dans la rectification de Conrad par Gabert. Donc, je n'ai pas eu le temps de les regarder toutes, hein. Il y a des contradictions. Mais ensuite, Conrad a lui-même recorrigé. Donc, c'est toute une histoire de. Alors, donc, il y a d'autres développements qui sont cités par Grothendieck. Donc, les catégories dérivées bornées, non bornées, hein, et il assume que la définition usuelle des foncteurs dérivés requiert des restrictions sur leurs sources, hein, et donc, il donne un exemple pour un morphisme de schéma tel que celui qui est donné là, qui est dx, dy, la catégorie dérivée de la catégorie des OY modules. Si on ne suppose pas la finitude ou les dimensions cohomologiques données, alors il faut le faire, et le foncteur RF étoile en bas a été défini seulement sur les catégories bornées en bas, et D plus X, qui est une sous-catégorie de DX, hein, qui est même la catégorie de la catégorie des OX modules. Alors, donc, dans les années 60, Grothendieck s'est demandé si on pouvait travailler avec les bonnes catégories abéliennes, hein, ou des toposanlés, ou plus généralement, ce qui est appelé, d'après comme le cite Yuzi, les catégories abéliennes de Grothendieck. Et on sait comme toujours, c'est un mouvement général des mathématiques, c'est que, je dirais les choses très banales, on a des restrictions, et ben, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on peut se passer de ces restrictions, à quelles conditions on peut se passer de ces restrictions, et si on perd beaucoup de choses, si on se passe de ces restrictions, mais on est obligé de faire des constructions qui vont développer autrement, et là, c'est une question de qualité-prix. Alors, donc, une solution, comme l'explique encore Éleusis, a été proposée en 88 et par Spaltenstein, qui a donné une notion de résolution homotopiquement injective ou même ou projective. Alors, je ne définis pas tout ça, hein, mais alors, donc, deuxièmement, l'apparition, sur quoi Éleusis met l'accent, c'est sur la descente dans les catégories dérivées, la descente dans les morphismes et dans les objets de dérivés catégoriques en général, donc qui fait que elle ne se recolle pas sur des recouvrements ouverts. Et là, il dit qu'il y a des exceptions, comme ce que vous savez, comme les faisceaux pervers, dans le contexte étal. Ces difficultés conduisent Grothendieck à esquisser une nouvelle théorie, sa nouvelle théorie, des pseudo-complexes, hein, qui apportent des solutions aux problèmes de recollement. Donc, je voulais simplement ajouter, non pas ajouter, mais faire ce commentaire, évidemment, que de la même façon que pour la question des signes et la commutativité sont des questions profondes conceptuellement, de la même façon, la question des recollements est aussi profonde conceptuellement. Et je serais presque tenté de dire que philosophiquement, le recollement est une forme de synthèse spatialisée, hein, mais contrôlée. Et les changements de carte qui vont commuter de A vers B, de B vers C, de C vers A, ça commute. Et de ça, on peut dire que c'est un recollement, c'est ça? Ouais. Oui, mais recollement, c'est quand comment dire, c'est en haut qu'on recolle, oui, quand on est. Alors, je continue rapidement, mais j'ai pas. Donc, c'est encore Éleusis qui parle. L'approche conjecturale par des pseudo-complexes a été vue comme une première tentative pour définir une manière plus en haut, plus élevée, de recoller dans les catégories dérivées. Et ce qui a été aujourd'hui achevé par la théorie, donc ici, tel que je l'ai énoncé. Alors, tout ça sont des notions que je ne maîtrise pas,
mais simplement je les énonce pour dire ce qui a été rendu possible par Grothendieck et le développement et la suite. Alors, donc, ça, le point le plus important dans le texte de Ilusi, c'est celui-ci, là, la partie, ce paragraphe-là, qui parle des avatars du foncteur F exclamation. Donc, l'objet central dans RD, c'est le foncteur F exclamation, et Grothendieck a proposé deux manières de le construire, et Deligne a proposé une troisième construction. Excuse-moi, mais il y en a une nouvelle de Braun, purement algébrique, purement formelle, hein, qui dit que si un certain foncteur commute au somme direct, en gros, alors il admet un adjoint à droite. Merci. Et donc, c'est l'adjoint à droite qui est le F. Exclamation en haut, c'est l'adjoint à droite de l'exclamation en bas. Bon, alors, est-ce que j'ai le temps de dire encore quelques mots donc, sur cette construction que reprend, elle doit être elle est plus compliquée que celle que tu dis. Hein. Je m'ai dit que celle dont je parle est facile. Alors, Elle est très attends, générale. est-ce qu'on peut enlever les choses en haut? Donc, Euh, si on voit le foncteur point d'exclamation comme ce qui fait passer de la catégorie si j'ai un morphisme de morphisme de type fini entre des schémas notériens et on a donc ces trois manières de construire le foncteur F exclamation hein, qui va de D plus cohérent dans D plus cohérent de X. Alors, et chacun requiert des hypothèses supplémentaires. Alors, la première construction, c'est celle qui va pas en plongement dans un schéma lisse. Donc voilà comment elle se déroule. Alors, ce qui est important, c'est que pour développer sa construction, Grothendieck fait appel à la notion d'isomorphisme local fondamental qui est développée dans le chapitre 3 de RD. Et donc, il a ici un foncteur assez compliqué, mais pas vraiment, hein, qui est donné ici. Hein. Et donc, on a I, point d'exclamation, G étoile en haut, de tensorisé avec oméga D sur Z sur Y, qui se décale du D, qui donne qui est donc ce foncteur, et qui envoie M dans I étoile, I point d'exclamation de cette image, hein, et le I point d'exclamation est ce foncteur dérivé homme au Z, I étoile en bas, au XL. Et comme toujours, enfin, comme toujours, comme souvent, la théorie dit que c'est indépendant de la factorisation. Bon, ensuite, et c'est là que j'aurais dû être là quand j'ai fait mon exposé, enfin, là, il montre ensuite toujours dans 3 que pour F projective, F, le point d'exclamation, est adjoint à droite à le morphisme R, F étoile en bas, F point d'exclamation dans id. Et la réduction à la projection de l'espace projectif Canva sur son schéma de base. Alors ceci, ce paragraphe qui mérite, le paragraphe d'Ilusi qui mérite d'être retravaillé encore, nous donne je dirais, la substantifique moelle de ce qu'il y a dans résidu et dualité du point de vue de ce qui est son centre d'après Grothendieck et les autres, à savoir le foncteur point d'exclamation. Alors, bon, alors là, j'ai fini de rapporter en partie le texte d'Ilusi.
qui, à mon avis, éclaire un peu plus que ce que j'ai dit avant sur l'essentiel de la dualité, selon Grothendieck. Alors, la question que je n'ai pas le temps de faire, mais qu'il faudrait refaire maintenant, c'est de repartir en arrière. C'est-à-dire, une fois qu'on dispose de cette définition, est-ce qu'on peut remonter dans les différentes dualités qu'on a pu parcourir selon l'histoire des mathématiques? Et si c'est vrai, si c'est possible, alors on doit avoir dans la théorie de Grothendieck un moyen de trouver une unité à ces dualités. Alors, ça peut, donc, certes, je ne sais pas si cela est possible. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une démonstration de la dualité, un théorème plus connu, la dualité de Serre, la dualité de Serre-Grothendieck. Il y a une démonstration connue de Serre de la dualité en utilisant uniquement les formes différentielles. Et c'est plus parlant parce que c'est plus proche, d'une certaine manière, du point carré, de la dualité de point carré. Et Grothendieck le reprend. Simplement, Conrad dit que le point de vue de Grothendieck est une vaste généralisation de ce point de vue, du point de vue forme différentielle. Et que Grothendieck réexprime de façon plus générale, plus forte, enfin pas plus forte, mais enfin plus générale, le théorème de Serre. Hein. Et alors, ceci se trouve dans Résidu et dualité, où là, Grothendieck cite de nombreux des articles de Hendrik Wee, etc., sur le point de vue forme différentielle, et on voit on peut passer, là encore, à une expression, je dirais, purement catégorique de la dualité. Alors, ça ne prouve rien quant à ce que j'aimerais faire, mais ça vous indique le chemin dans lequel je me meus. Donc, alors j'ai encore pas mal de choses à dire, mais peut-être que c'est mieux que vous posiez des questions. Très bien, donc merci Jean-Jacques. Et la parole est à pour les personnes qui veulent intervenir. Oui. Question de l'unification de la sexualité. Moi, je regarde ce travail récent. Non, c'est chaud. C'est même, il propose un formalisme qui est tout à fait nouveau, qui contient une catégorie. Un formalisme, en fait, assez simple, hein, et qui, suivant les cas, donc, soit la dualité cohérente, soit la dualité dans le cadre de la homogénéité, soit la dualité pour les deux modules, soit même la dualité sensible. Tout ça, c'est le même formalisme assez compact, très souple. Moi, je ne sais pas. Dans quel article ici d'opération? Oui. Moi, je vérifie vraiment. En fait, l'accord de Grothendieck, on n'a pas parlé, il voit les choses de manière relative. C'est-à-dire au-dessus du bas. Et puis l'autre idée, mais pas Grothendieck, mais qui envahit la moitié du XXe siècle, c'est les faisceaux. Et donc, la dualité de Poincaré, c'est la dualité de Grothendieck absolue, non relative, et pour le faisceau constant. Oui, bien sûr. Mais on peut démontrer le théorème de dualité à la Poincaré en utilisant les formes différentielles et par intégration par partie. C'est plus élémentaire. Une forme différentielle, ça donne la dualité sur le corps des réels, qui a la dualité sur Z, et ça, c'est le rapport avec les formes différentielles. Ma question est la suivante. Quelle est la conciliation? Comment tu concilies cette
vu des dualités avec, par exemple, les dualités de Montréal, de Stone, etc., où il y a deux classes d'objets. Un objet, en gros, de type algébrique ou algébrique avec des relations, etc. Et de l'autre côté, il y a un truc complètement topologique. Il y a une dualité. Comment ce type de dualité à la grotte se concilie avec, par exemple, les dualités de type Montréal, Stone, ce genre de choses. Oui, il y a. Alors, Quelle est la relation entre c'est-à-dire que. où on est en train de parler de deux choses différentes, de deux Alors, mais dualités. c'est-à-dire que si, la façon grothendieck'ienne de concevoir la dualité est en fait parfaitement compatible avec des dualités style forme différentielle, donc les formes différentielles ont aussi une dimension géométrique et topologique. Donc maintenant, il faudrait le voir en détail. Je pense que ça ne doit pas être très difficile de concilier le point de vue Pondriaghin avec le point de vue botanique. Mais il faudrait le faire en détail. Hein. Je ne suis pas certain que comment dire, que la séparation entre le point de vue topologique pur, entre guillemets, et le point de vue algébrique pur, entre guillemets, soit aussi stricte. Disons, mon expérience, c'est que, disons, la dualité sert disons, à travailler, dans le sens où, dans un problème concret, tu essaies d'utiliser, disons, une dualité, un côté de la dualité ou l'autre, et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, parfois, l'aspect ou la présentation topologique, l'attaque topologique est plus facile, et parfois l'attaque du type algébrique est plus facile. Oui, mais bien sûr. Mais je crois qu'il doit y avoir des théorèmes de transfert, de transport. C'est là que je demande. Parce que. J'ai une question. Nous avons des notions de dualité qui ont été appelées comme ça avant qu'il y ait une conception mathématique commune par Grothendieck ou des gens qui posent. Or, je voudrais comprendre qu'est-ce qui a fait tous ces gens appelés par le même nom, même idée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de commun, non pas dans la définition, mais dans la démarche. C'est-à-dire, il y a la question de la définition de la dualité, mais au niveau philosophique, il y a la question de la dualité, c'est la démarche de fond. Oui, en tant que démarche, pas en tant que définition. Ben, c'est ça que je voudrais comprendre. C'est ce que je cherche aussi, mais oui, bien sûr, mais comment dire, comme j'ai dit au début, de façon un peu évasive, un peu imaginaire, dire que beaucoup d'objets mathématiques possèdent presque spontanément un dual. Il faut le raffiner, ça. Alors, la question est de savoir pourquoi. Sans doute, c'est lié je dirais presque à l'essence de l'objet mathématique. J'ai plus en tête des exemples, mais il y a des exemples de trialité. Donc, pourquoi cette prédominance du nombre 2? J'ai une proposition linguistique pratique, le singulier, le duel et le pluriel. Et que ça anticipe même point que le contact. Après, c'est vrai, une mathématique où il y avait cette. Moi, j'avais une espèce d'intuition qui est tout à fait pas de la mathématique, même pas de la mathématique, qui est de dire qu'il y a la dualité entre des objets et ce qu'on fait dans un certain cadre sur les autres objets.
Et parfois, on peut s'en sortir en regardant les objets eux-mêmes. Parfois, on peut se déplacer dans ce qu'on leur fait. C'est un peu cette espèce de... Oui, mais il y a... Et disons, la définition précise mathématique de tout ça, c'est ce que fait Shapira, que font des gens qui regardent ça au fond. Mais je pense que, en gros, le fait que tous ces gens ont appelé le même mot des opérations et ont quelque chose de commun, et je pense que ce quelque chose de commun, c'est les rapports entre les choses et ce qu'on leur fait. Oui, mais Ça, c'est une dualité. Il y a un mot qui manque dans tout ça, que je n'ai pas prononcé, sur la dualité, c'est le pairing. Oui, bah, c'est ce Oui, que- mais là, je suis... Il n'y a pas de dualité. Bien sûr. Ça. Oui, mais La c'est... dualité de base, c'est un homme ou une femme qui font quelque chose. Oui, c'est ce qu'il y a au fond de la dualité, c'est le Un péril. espace sont dual et les deux mis ensemble, ça fait des nombres. Il y a un problème, Qui est particulièrement présent dans la dualité poincarée, qui est le théorie. Par rapport à ce qui a été dit avant, moi, j'ai un exemple qui m'avait sidéré il y a très longtemps. On avait écrit un article sur le problème des N-corps et la réduction des symétries faite avec Alain Albouy. Et on avait des calculs compliqués dont on ne se sortait pas. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que l'objet qu'on regardait, qu'on appelle une disposition, en fait, il fallait regarder son dual et les calculs devenaient triviaux. Donc, moi, ça m'avait sidéré à l'époque. Hein. Alors, c'est de l'algèbre linéaire, c'est très simple. C'est des choses qui arrivent, ça. Mais bon, enfin, j'ai pas revu d'autres exemples comme ça. Alors, à ce sujet-là, sur la dualité dans des contextes algébriques, on parlait un peu d'homologie et de cohomologie. Moi, j'ai été confronté à de détermination des dimensions cohomologiques pour des fibrés de jet sur des variétés projectives d'une dimension pas limitée à 2. Et les informations apportées par des théorèmes de dualité qui sont des généralisations du théorème de dualité de Serre sont beaucoup trop faibles, en fait, par rapport à ce qu'on devrait avoir comme outil ou technique qui n'existe guère, en fait, même actuellement, pour approcher finalement la complexité de ces objets. Et moi, pour rebondir sur ce que disait Pierre Chapira, un changement de signe global, ça compte pour du beurre. Et dans une vraie complexité algébrique, la dualité, ça divise la complexité par 2. Mais diviser par 2 une énorme complexité, c'est peu. Et moi, j'ai été longtemps confronté à ça. Et je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez là, sur ce qu'on fait des objets. Et ce que disait à un moment Jean-Jacques, c'est qu'effectivement, la dualité, souvent, c'est une première approche de cette complexité. On voit que des choses sont isomorphes, se ressemblent à travers un miroir, à travers un pairing. Mais finalement, dans la vraie complexité d'objets, c'est qu'une première approche qui laisse beaucoup de choses opaques, invisibles. Alors parfois, effectivement, il y a... Oui, ou la transformée de Fourier, qui est peut-être pas vraiment une forme stricte de dualité, mais comme le disait Alain, souvent on voit mieux d'un côté du miroir. Effectivement. Mais parfois, dans d'autres problèmes algébriques, on voit vraiment très peu. La dualité explique très peu de choses. Oui, Je voudrais poser aussi une autre question. Est-ce que dans les tentatives de comprendre comment fonctionne notre monde par les physiciens, est-ce qu'on voit des démarches qu'on pourrait considérer comme des démarches de dualité? oui, bah, la dualité onde-corpuscule, je veux dire. Par exemple. Oui, ça, c'est la frappante. Ou la dualité en notaire, c'est pas une dualité duale. L'observateur et l'observé, Voilà. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, c'est que une des façons souvent de faire des maths de façon, je veux dire, simplifiée, c'est quand on n'arrive pas à connaître un objet, on regarde les actions qu'on va faire subir à cet objet. Et si on a des applications X dans Y, on arrive à faire agir par Galois sur chacun de ces objets, en général, on a des résultats qui viennent de l'action même sur ces objets. Hein, c'est la base, je ne sais pas, de géométrie abélienne, par exemple. Hein. Alors, moi, c'est une question un peu. Dans votre dualité, il n'y a pas de tertialité. De tertialité. C'est ce que disait Alain. Mais bon, je suis dire, quand on définit un objet au machin, on le définit la tertialité. Je n'ai pas compris chez Pierce, quand on essaie de définir une opération, c'est une opération à trois parties. Et là, c'est assez bizarre que dans votre dualité,
on ne débouche pas sur la notion de tertialité. Est-ce qu'il n'y en a pas une troisième dans l'univers qui contient des objets? C'est que deux fois. Mais ouais, quelquefois. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé de dualité en analyse non plus. Vous avez des choses à dire peut-être? Très bien. Non, mais Particulier à dire. Non, c'est une question très générale, donc, qui est peut-être tout à fait secondaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de nécessairement évolutif dans la dualité? C'est-à-dire, quand on l'applique deux fois, est-ce qu'on Oui, peut nécessairement sur ces il y a des questions classiques de bidualité, etc. Donc, espace C'est réflexif. c'est très immense. Oui, oui, Quand c'est- on passe sur ces clés, quand on veut dans ce cas. oui, quand on veut un espace canonique, il faut prendre pas le dual, mais le bidual sur un espace vectoriel. Donc, la bidualité est très importante, bien sûr. Pour définir une transformation naturelle, il faut se placer du point de vue de la bidualité, quand même. Mais la question, c'est est-ce que dans la théorie de Grothendieck, on est confronté au fait que de passer au bidual ne reproduit pas l'espace dont est parti et élargit en fait la perspective? Est-ce qu'on voit ça aussi dans la théorie de Grothendieck apparaître? C'est ça la question un petit peu. Et ça, je ne suis pas du tout compétent pour savoir. Et je posais la question. Une question constructive, D'accord. Il y a vraiment de flexibilité. Grothendieck, sur un point et sur un corps, c'est l'espace vectoriel. Ce qui est fort n'est pas vectoriel, voilà, je veux dire juste le mettre en cadre général. D'accord, d'accord. Et Pierre a répondu à la question. Troisième. Non, mais la question profonde, c'est effectivement celle de l'appariement, qui est là aussi avec le fait qu'il y ait un appariement parfait. Dans l'algèbre linéaire, ça donne aussi des relations entre des sous-espaces et des quotients. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à un moment donné, on avait supprimé des programmes de premier cycle, les deux seules notions importantes en algèbre linéaire, qui sont justement dualité et quotient, enfin dual et quotient. Je ne sais pas si ça existe encore. Je peux témoigner que je n'ai plus l'occasion en deuxième année d'université de parler du bidual. Hein. Non, On n'a même plus le temps. On a moins de temps d'enseignement, on n'a même plus le temps. Si on voulait le faire, on n'a pas le temps. oui. Pour revenir à l'importance des signes, il a fait un fameux article de Griffiths qui a fait beaucoup sourire parce qu'il commence par dire que tous ces diagrammes seront communicatifs au signe vrai. Et le théorème principal qui se dit après de nombreux diagrammes, c'est la positivité d'une certaine forme de lecture. Ça, il y a une, Griffiths, dans lui, il y a une citation célèbre. Griffiths is working on positivity conscience up to some. En fait, c'est rigolo, mais ça ne l'est qu'à moitié parce que quand on avait rapporté cette citation à Bogomolov, il avait dit souvent. Et il avait pas tort. Le point important étant qu'il y a un signe, lequel était peut-être moins important. Oui, c'est pas bien sûr. Alors, il y a aussi la question de, bon, mais c'est plus simple, la question de l'écriture de la dualité. Vous avez une égalité, hein. En fait, il y a n, et là, il y a n moins p, et puis vous avez prime et pas prime. Hein. Il y a une espèce de symétrie dans l'écriture qui reflète, dans la plupart des théorèmes de dualité, la dualité, justement. Alors, quel rapport avec la signification, je ne sais pas. Donc, il faut revenir à la question des trois objets, parce que dans la dualité, il y a trois objets. Il y a deux objets en dualité, et quand on les met ensemble, ils produisent un troisième truc. D'accord. Le produit scalaire. Un ensemble. Donc, il y a trois. Oui. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris en fait. Est-ce que le formalisme des catégories, c'est finalement de toutes les dualités qui avaient été envisagées par le gros bouquin? Ah, Le gros bouquin oui. de la fin de la compagnie. Est-ce que justement ce serait intéressant de voir comment le formalisme des
les catégories permettent justement d'exprimer, en fait, comme des cas particuliers les autres dualités. Là, c'est plutôt la démarche inverse qu'on fait, non? Hein, Ça, on essaye d'exprimer des dualités en fonction du formalisme donné, fourni par les catégories. Alors, tu pourrais dire comment s'exprime la dualité de Poincaré à la Grothendieck? c'est simple. Non, d'ailleurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Grothendieck, c'est incarnatif. Déjà, tu prends un Oui, oui, non, mais ça, c'est donc un absolu, des faisceaux constants. Ensuite, tu prends un faisceau constant. Il faut dire, ben, je suis homme section globale de homme de F à valeur dans le cas. Le dual au sens algébrique, c'est homme du dual de F à valeur dans le faisceau d'orientation. Oui, on devrait relier ça directement à l'intersection de souveraineté complémentaire. Non, là, ça ne va pas. Non, je précisais quand même que Poincaré, c'est ça, quand même. celle dont on parle là, c'est aussi du dernier, alors que celle dont tu as parlé avant, c'est la dualité cohérente. Donc, c'est deux théories parallèles, mais qui sont les mêmes. Mais on observe la dualité de faire. Oui, oui, c'est une réaction de la dualité de faire. Oui, elle s'exprime aussi par l'usage des. Non, mais il y a quand même une formule commune. Non, mais il peut voir des cycles. Il est bien obligé de passer dans les catégories. J'ai donné le timide pour voir des cycles, c'était cohérent, tu es parti. En gros, ça dit que si tu prends homme d'un faisceau avec un faisceau de base qui peut être un faisceau constant, ou les fonctionnements, ou un faisceau d'anneau, tu prends ce homme-là, disons à ce port coupable, le dual, ça sera jamais. C'est quoi les sections globales des faisceaux? De l'autre, de licence. Il y a une formule commune. Après, tu la traduis dans le pays. Oui, après, tu utilises les extes et les hommes pour l'exprimer quand même. Quand je dis homme, c'est homme. Oui. Bon, ben, je pense que nous pouvons clore la séance. Merci encore, Nora.